Bonjour, dans cet atelier, je vous propose de découvrir le positionnement, enfin d'en savoir un peu plus sur le positionnement en CSS, mais également sur l'animation. Et pour ça, je préfère directement non pas faire de la théorie, mais un cas pratique, c'est comment faire un menu de type hamburger, ce fameux menu qui disparaît lorsque en fait, l'écran est trop petit et on a trois petites barres, il réapparaît. Vous le connaissez sans doute déjà, vous l'avez déjà peut-être vu sur Moodle. Ici, ce petit bouton, quand on clique dessus, eh bien, le menu apparaît, je reclique, le menu disparaît. Voilà le fameux menu hamburger. Alors ce que je ne ferai pas ici dans l'atelier, c'est afficher le menu horizontal. Et normalement, donc, ce menu apparaît par défaut. Et lorsque la page est trop petite, l'écran est trop petit, alors il se transforme en menu hamburger. Je me concentre uniquement sur le menu hamburger, apparition, disparition, en HTML, CSS, sans JavaScript. Et alors je vous demanderai, vous, dans le devoir, de faire le menu horizontal et le menu hamburger. Sur Moodle, je vous ai mis l'atelier qu'on va voir avec tous les fichiers étape par étape. Ensuite, un autre exemple que vous pouvez trouver sur W3 Schools. Il y a également une leçon, donc comment apprendre à utiliser les Media Queries. Je vous demande de lire cet article et de regarder également ce que dit W3 Schools sur les Media Queries en ce qui concerne les menus. Et ensuite, de faire le devoir pour la semaine prochaine, c'est-à-dire adapter l'atelier que je vais vous montrer maintenant pour ajouter la gestion des médias et me remettre ce devoir donc au plus tard mercredi prochain. Voilà, on commence tout de suite donc avec la création de notre menu hamburger. Alors pour ça, je ne pars pas de zéro. Je suis parti par exemple de ce code qu'on peut trouver sur codepen.io. Alors c'est un site que je vous recommande. CodePen permet donc de partager du code source en HTML, CSS et JavaScript. Vous pouvez voir directement le résultat dans cette petite fenêtre ici. Alors c'est de l'open source, on est en licence MIT, donc vous pouvez vraiment réutiliser ça dans vos sites web gratuitement, mais il faut bien sûr rendre hommage à César. Ça a été créé par Eric Terwan et je vais ici adapter ce code pour aller vraiment à l'essentiel. Il y a plein d'autres solutions, mais la plupart du temps c'est à peu près les mêmes choses. Donc ça c'est une des solutions et vous verrez que sur W3 Schools, il y a des petites nuances, des petites différences. Voilà, moi je préférais vraiment partir dans un truc un peu plus, je dirais, sexy, hein, parce qu'ici vous allez voir, quand on clique sur le bouton, voilà, il y a cet effet de transformation. Hein, l'icône des trois barres devient une croix. Donc cet effet de transformation, je voulais également qu'on le découvre ensemble. Ce n'est pas le cas dans l'article de W3 Schools où vous allez avoir simplement une petite icône là qui fait apparaître, disparaître. Voilà, il n'y a pas d'animation, mais ça marche aussi. Alors moi, je voulais ajouter l'animation et c'est pour ça que je pars sur cet exemple-ci avec le menu qui slide aussi en apparaissant et en disparaissant. Voilà, on commence tout de suite avec le code et comme je vous l'ai dit, je vais le faire pas à pas. Pourquoi? Parce que quand on voit un code HTML comme ça, on ne comprend pas toujours pourquoi il y a tout ça. Encore que, on peut lire les commentaires. Et puis quand on voit un code CSS comme ça, avec plein de sélecteurs, de propriétés à la queue leu leu, on ne sait pas trop mais pourquoi telle ligne a été mise avant l'autre et que fait chacun des éléments, même s'il y a des commentaires qui peuvent vous aider à comprendre ce code. Voilà pourquoi je vais décomposer pas à pas. Je vais aussi aller à l'essentiel, je ne prendrai pas exactement chaque mention qu'il a mise parce que je trouve que ce sont peut-être un petit peu des fioritures pour rendre ça un peu plus joli ou quoi. Ce que je dirais aussi, c'est qu'ici, il n'y a aucun JavaScript. Il y a d'autres solutions de menu hamburger que vous pouvez aussi trouver sur CodePen ou en cherchant sur Google qui utilisent du JavaScript. C'est bien aussi, c'est même très bien. Ici, la petite astuce pour se passer de JavaScript, ça va être la propriété checked de ce bouton, de ce champ checkbox. Voilà. En cochant ce champ, le menu va apparaître et disparaître parce qu'en CSS, nous avons la pseudo-classe checked. Je la montre tout de suite un petit peu plus loin ici. Voilà, deux points checked. L'état de cet input est coché ou pas. Mais je vais un petit peu trop vite. On va commencer tout de suite. Comment est-ce qu'on commence? Alors, on va prendre le code HTML qui est là. Donc, je prends tout simplement tout ce code HTML. Vous allez voir qu'il n'y a que la partie HTML concernant cet effet. Il n'y a pas d'ossature HTML. Donc, moi, je commence
avec une ossature de base que j'ai créée ici, doctype HTML head body, dans le head le meta charset et le title. Dans le body, je viens donc coller ce code HTML. Alors, on va l'examiner. Il y a ici un nav, et donc vous voyez bien que tout dans le nav, c'est le menu de navigation. L'attribut role permet de déterminer le rôle, la sémantique, hein, c'est bien un menu de navigation. Et on a dedans un div, une division qui prend tout le reste. Voilà. Donc tout est contenu dans cette division menu toggle, qui contient un champ de type checkbox. C'est avec ça qu'on va faire l'astuce pour pouvoir cocher, décocher et faire apparaître, faire disparaître le menu. Il y a d'autres solutions de menu hamburger qui n'utilisent pas du tout cet input. Voilà, mais ce n'est pas une solution idéale. Je dis qu'il ne faut pas simplement faire tout le temps comme ceci, mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça intéressant et pourquoi pas. Alors nous avons également 3 spans. Alors ces 3 spans, c'est tout simplement les 3 barres que vous voyez là. Il était possible de ne pas en mettre 3, de n'en mettre qu'une seule. En mettant qu'un seul, on va pouvoir générer dynamiquement en CSS les 2 autres barres. Voilà, on en reparlera peut-être éventuellement plus tard, une autre fois, mais ici, bon, on a 3 barres, 3 spans, pourquoi pas. Ensuite, on a notre menu, UL, LIA. Okay. Alors, je dirais qu'il y a simplement une petite erreur ici dans le code de notre ami Eric Terwan. Normalement, on ne met pas les A à l'extérieur du LI, donc je vais corriger l'HTML ici, LIA, voilà, donc on ferme la balise après le lien, donc l'élément de liste. UL, LI, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas avoir autre chose qu'un LI directement sous le UL, donc on ne peut pas avoir le A, voilà. Il faut toujours valider son HTML, hein. Même quand vous voyez des codes qui fonctionnent, faits par d'autres personnes, il faut faire valider. Voilà, je vais enlever le dernier lien qui est un lien vers le site d'Eric Terwan. Ici, il ne nous sert pas. J'ai déjà rendu hommage à l'auteur de ce script. Voilà, donc on a notre menu. On pourrait le faire valider. Je ne vais pas perdre le temps à le faire pour la vidéo, pour la durée de la vidéo. Mais voilà, donc on commence avec un HTML, ULLIA, 3 spans au-dessus pour notre bouton 3 barres, un checkbox pour activer, désactiver l'apparition, la disparition du menu, le tout dans un div d'ID menu toggle et le tout dans un nav. Et vous allez dire, le nav ici ne sert pas du tout en CSS, il ne sert qu'en sémantique, dire que c'est un menu de navigation que vous allez avoir ici. Voilà. Donc vraiment ce qui va nous servir, c'est le div, l'input, les spans, et les spans, et c'est tout. Voilà. Celui-là, franchement, il ne sert pas à grand-chose. Ok. Donc, je vais essayer de garder tout peut-être dans le même fichier en mettant le passage de style ici. Même si, idéalement, on devrait avoir une feuille externe, mais comme ça, on garde en regard l'ensemble pour le bien donc de la démo. Alors, on va commencer simplement avec le premier élément, c'est le body. Donc en CSS ici, vous voyez que le body, qu'est-ce qui a été fait? Je vais reprendre la mise en style du body. Et ce qui est essentiel ici, c'est de supprimer les marges intérieures et extérieures, de façon à repartir de zéro avec toutes les autres boîtes. Parce qu'ici, en fait, on pourrait avoir un petit décalage. C'est pas obligatoire, hein, mais bien d'accord. C'est pas obligatoire ceci, c'est simplement les marges. Alors la couleur d'arrière-plan, je vais mettre quelque chose de plus simple. Je vais mettre noir, voilà. J'enlève ce commentaire. Et la couleur du texte, aussi quelque chose de simple et de compréhensible, je mets du blanc. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours utiliser des noms de couleurs. L'hexadécimal c'est très bien, la fonction RGB et RGBA c'est très bien. Moi c'est juste pour une question de lisibilité directe, immédiate pendant ce tutoriel. Alors au niveau de la police de caractère, rien d'aussi compliqué, je vais mettre de l'Arial, comme ça on comprend directement de quoi il s'agit. Voilà, alors je teste ceci, ça me donne
voilà, ce menu. Je l'agrandis un petit peu pour que vous voyez bien. On a donc notre case à cocher ici qui servira à faire apparaître, disparaître le menu, la police Arial. La couleur n'apparaît pas en blanc parce que les liens sont par défaut en bleu. Donc même si je mets du blanc ici, les liens n'apparaîtront pas en blanc. Il faut que je précise que c'était le blanc sur les A, les éléments A. Ok, étape suivante. Alors le menu toggle. Hop. Alors, j'enlève les choses qui ne sont pas intéressantes. Je vais à l'essentiel. Voilà. Et voilà. Première étape, positionner ce menu. Alors, au niveau de la propriété position, vous avez la valeur absolue, la valeur relative, la valeur statique et la valeur fixe. Voilà. Quand on dit qu'on est en valeur relative, c'est ce qui a été mis ici, ça veut dire qu'on ne change pas du tout la position de l'élément et que le reste sera positionné, donc les mentions top, left seront en relation, seront relatives à la position normale. Donc ce div apparaît ici, donc je vais ensuite le déplacer de 50 pixels vers le bas par rapport au dessus. Et si je fais moins, c'est 50 pixels vers le haut. Et 50 pixels vers la gauche. Et si je fais moins, c'est vers la droite. Notez qu'il y a également une propriété right qui permet de positionner par rapport à la droite, mais vous ne mettez pas left et right en même temps. Vous mettez soit left, soit right. Et on va voir un petit peu les changements que ça procure. Alors on va tout de suite tester ça. Ça nous donne maintenant ceci. Ouais, c'est simplement qu'on a décalé notre élément. J'inspecte F12. Inspecter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bien, le div a été déplacé, c'est tout. Si j'enlève tout ça, vous voyez, ce n'est que du positionnement, rien d'essentiel. 50 vers le bas, 50 vers la gauche. Et Z-index, c'est je positionne par rapport aux couches. Donc, je me positionne en couche numéro 1. Et si je mets une valeur plus grande, l'autre élément sera placé au-dessus de cet élément-ci. Si je m'amuse à changer left en right, vous voyez que du coup, c'est 50 pixels par rapport à la droite. Si je mets 0, ici, ça ne me change rien. Position relative toujours. Si je mets en position absolue, voilà, en position absolue, 0 pixels par rapport à la droite, il est collé à la droite de la page. Je mets left et par exemple 20 pixels ou 50 pixels absolument par rapport à la gauche. Donc vous voyez que la mention right positionne par rapport à la droite, mais en absolute. Si je suis en relative, c'est 50 pixels par rapport à la position droite relative à là où j'étais déjà. Mettons une petite bordure pour comprendre un peu plus. Bordure, 1 px solide, voilà, blanche. Vous voyez que si j'enlève la mention right ici, on comprend mieux. Hein. Les bordures vous permettent de visualiser les choses. N'hésitez pas à mettre des bordures pendant que vous développez. Donc, en position relative, je le déplace de 50 pixels, ici les 50 pixels, par rapport à la position droite de l'élément. Si j'ajoute en plus de ça une largeur à mon élément, si je dis qu'il fait par exemple 100 pixels, voilà, je vais enlever de la droite. Vous voyez que peut-être que c'est pas assez 100, je vais passer à 200 pixels, voilà. Vous voyez que ici, c'est par rapport à la position qu'il occupe, donc relative à la position qu'il occupe, que je le décale de 50 pixels de droite. Alors que si j'étais en absolute, et voilà, je mets 50 pixels, c'est absolument par rapport au bord de ma page. En réalité, c'est par rapport aux parents, au contenant parent. Donc le nav ici,
qui contient ce div. Donc moi, je n'ai pas envie de le positionner de façon absolue, mais de façon relative. C'est toujours mieux d'être en relatif. Et en left 50, j'ai fait une bêtise, voilà. Voilà, ceci explique pourquoi on a ces mentions-là. Position relative, top 50, left 50 et z-index 1. Il faut au minimum 2 mentions, position et une mention de positionnement. Donc top ne fonctionne pas s'il n'y a pas position. Left ne fonctionne pas s'il n'y a pas position. Z-index non plus. Donc d'abord vous positionnez de façon relative ou absolue et ensuite vous mentionnez ce que vous voulez. Pareil, la largeur aussi dépend de la position. Donc vous voyez que si par exemple je désactive position relative, mon top ici ne sert à rien, il ne fonctionne pas. Et si je mets left, voilà, il ne fonctionne pas non plus. Alors dès que je mets relative, dès que je mets position, top, left et z-index fonctionnent. Voilà les bases du positionnement. Il faut la mention position et ensuite une des mentions de positionnement. Je vous ai dit qu'il y avait right à la place de left, il y a également bottom à la place de top. Et donc ici, en relatif, 50 pixels vers le haut par rapport au bas qu'il a naturellement. Mais si je suis en absolute, vous avez vu que c'est 50 pixels par rapport au bas de la page de façon absolue. Et de nouveau, absolute, ce n'est pas toujours par rapport à la page et au bord de la fenêtre, c'est par rapport au conteneur parent. Revenons à notre bouton. Donc vous avez vu ici que le menu toggle, ici, c'est-à-dire donc ce div, il a été simplement positionné. Au minimum, on a besoin de dire qu'on le décale un petit peu vers l'intérieur de la page. Je continue et j'ai enlevé des choses qui n'étaient pas trop importantes. User Select, c'est une propriété qui n'est pas du tout standard, donc je ne l'utilise pas. Elle sert à empêcher l'utilisateur de sélectionner, donc l'empêcher de pouvoir faire ceci. Voilà, là je sélectionne. Voilà, bon, ce n'est pas très important, je ne le mets pas. Ensuite, nous avons les liens. Je mets le toggle A. J'enlève ceci pour commencer. Et voilà ce que ça donne. Ok, là on est simplement en train de changer l'aspect, le soulignement. Text decoration, underline, overline, strike through ou none. Pas de soulignement. Et la couleur des liens. Alors je vais mettre une couleur différente. Partons peut-être sur du blanc, tiens, pourquoi pas. Voilà. Oui. Vous voyez que donc ici, je vais sur mon lien. Il a donc obtenu la suppression du soulignement et la couleur a été mise sur blanc. Donc vous voyez que précédemment, quand on avait mis la couleur dans le body à blanc, pour que tout soit en blanc, tout le texte, la couleur du texte soit en blanc, ça ne marche pas avec les liens. Il faut spécifiquement pour les liens dire le lien. Et là, à ce moment-là, on peut changer la couleur d'un lien avec le sélecteur A. Ici, tous les liens dans le menu toggle. L'élément qui est là, ici, menu toggle. Je ne vais pas mettre du blanc parce que je sais que plus tard, je vais amener quelque chose d'autre. Donc, mettons plutôt pourquoi pas du gris. Voilà, je sais que je le changerai aussi. Voilà, c'est un petit peu plus gris. Alors, élément suivant. Je n'ai pas du tout parlé de transition pour l'instant. Le survol. Ok. Donc, la pseudo-classe over, lorsque je survole le lien qui est dans l'élément de menu toggle, je change en couleur tomate. Ça donne. Voilà, vous voyez, simplement au survol, la couleur change. C'est sympa. Il n'y a pas du tout d'espace. Si vous mettez un espace, ça ne marche pas. C'est bien collé lorsque le lien est survolé. Alors, maintenant, je vais remettre
transition. Alors la propriété transition, on peut l'étudier peut-être dans W3 Schools. Ici. C'est une propriété qui vous permet de définir quelle sera la durée d'une transition. Donc c'est une super propriété, elle reprend toutes ces mentions-là. Quelle est la propriété dont on veut gérer la transition? Quelle sera la durée de la transition? Quelle sera la fonction qui va gérer le timing, l'effet d'animation? Et après combien de temps on démarre la transition, le délai? Je vais vous expliquer ces 4 propriétés. Donc, par défaut, vous avez all pour toutes les propriétés. On va gérer les transitions de toutes les propriétés. 0 secondes pour la durée de la transition, donc elle est instantanée. Is est la fonction de timing, une fonction qui va faire une animation qui va être fluide. Et 0 secondes pour le délai avant de démarrer l'animation. Voyons voir ce que je vais mettre. Donc ici, je vais dire que la couleur, c'est donc bien la propriété que je veux inspecter au niveau de la transition. Deuxième étape, c'est combien de secondes? Je vais dire par exemple en 4 secondes. Quelle est la fonction d'animation? Je vais dire une fonction fluide. Et enfin, après combien de temps? Après 1 seconde, l'animation va commencer. Donc, quelle est l'animation? C'est le survol. Le lien survolé, première couleur, deuxième couleur. Je suis en train de créer une transition entre un état non survolé et un état survolé parce qu'il y a la couleur que je vais inspecter, le changement de couleur, je vais l'animer en 4 secondes. Je vais réaliser ce changement de couleur en 4 secondes de façon fluide, mais seulement après qu'une seconde se soit écoulée. Voyons voir. Je survole mon lien. Après 1 seconde, vous voyez comment il devient rouge tomate, mais seulement après 1 seconde. Je survole le lien about. Après 1 seconde, il devient rouge tomate. Voilà. Alors on n'a peut-être pas envie que ça prenne 1 seconde avant qu'il démarre. Donc je vais enlever, ou du moins mettre 0 pour que instantanément, vous pouvez l'enlever complètement, hein, ce n'est pas obligatoire de le mettre alors, hein, mais pour que ce soit un peu explicite, je vais le mettre. Donc après 0 secondes, il démarre l'animation. Voilà, je rafraîchis, et là, ça commence directement à passer au rouge. Voilà, sans attendre. 4 secondes pour devenir rouge tomate, c'est un peu long, donc au lieu de mettre 4 secondes, je vais mettre 2 secondes, ce sera un peu plus rapide. Voilà. Et vous voyez que là, ça va un peu plus vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'avait mis Eric Terwan? Il avait mis ici une transition de 0,3 secondes. Hein, vraiment très rapide. De nouveau, pour qu'on n'ait pas ce temps à traîner ici. 0,3. Ça nous donne. Toujours actualisé. Oups, pardon. Et là, c'est un peu plus direct. On a peut-être moins le temps de voir que ça change de couleur. C'est subtil en fait, c'est subtil. Si vous voulez vraiment voir un changement, augmenter le timing. Voilà. Là, ça rougit un peu plus. On a le temps de voir que ça rougit. Et quand on quitte le survol, il redevient gris. Voilà, amusez-vous avec ça, soyez libre. Donc, je surveille la couleur. Voilà pourquoi j'ai transition color. À tout changement de couleur, on passe du silver automato, eh bien, tu feras ce changement de couleur en 0,8 secondes de façon fluide et sans attendre. On a d'autres fonctions de changement. On peut prendre la fonction linéaire, par exemple, qui, on verra peut-être pas trop facilement la différence ici. On ne voit pas trop la différence. Hein. Alors, pour vous aider, un truc, vous avez ici l'inspecteur, et sur la fonction linéaire que je viens de mettre, on peut changer. Voilà, on ouvre ici un outil pour nous aider à créer notre courbe d'animation. Si je fais une courbe comme ceci, je crée une fonction de Bézier qui me permet donc d'avoir quelque chose de personnalisé. Voilà. Vous allez me dire, on ne voit pas trop de nuances. Ça veut dire qu'ici, on va commencer très vite et on va
terminer lentement. On commence vite, on termine lentement. Vous voyez un peu, il vous montre l'exemple de l'animation ici. Ça va faire ça, très vite, puis lentement, avec un petit bounce à la fin. Très bien, ça donne quoi? Ça va très vite au rouge tomate. Ça va un petit peu trop vite. Je le réduis. Voilà, on peut vraiment s'amuser à créer. On a des presets ici. Hein. Vite au début, vite à la fin et on entre lentement. Donc on entre lentement puis on va vite. Et inversement, ease out. Voilà, quelques presets que vous pouvez tester pour gérer l'effet d'animation. Donc là, on va très vite vers le rouge vif et puis après on redescend un petit peu. Voilà, ça suffit comme ça. Vous avez compris le principe de cette animation, transition entre telle couleur et telle couleur au moment du survol. On peut faire ça aussi sur la largeur, donc tout ce qui peut être incrémenté. Okay, largeur, hauteur, taille de police, voilà. Donc ici, par exemple, si je mets font size et que je dis que c'est 1 EM, taille naturelle, mais que lorsqu'on survole, on passe à 1.5 EM, je vais surveiller par exemple, mettons tout, all, voilà. Je sauve, j'actualise, et voilà. Oh, vous voyez, voilà, mon animation change la couleur et la taille de la police au survol. Très simple. Si je ne veux pas donner les mêmes effets, eh bien je mets une deuxième transition, cette fois-ci seulement sur font size. Sur font size, j'aimerais qu'il le fasse de façon beaucoup plus rapide, en 0,3 secondes et de façon ease, fluide. Mais en attendant quand même une seconde avant de démarrer. On s'amuse comme on peut. Hein. J'actualise. Après une seconde, hop, ça grandit. Hop, voilà. Vous avez vu? Bon, vous avez compris le principe. J'enlève, ce n'est pas le but ici de faire l'animation sur la taille de la police, mais vous avez compris que sur une propriété qui peut s'incrémenter, on peut faire une animation. Ok, étape suivante. Alors, je ne vais pas m'occuper de l'input pour l'instant. Je passe. Je m'occupe des spans. Voilà, ça peut être donc l'hamburger. Il y a plein de choses là. Voilà. Je ne mets pas tout. J'enlève. Je vais m'occuper essentiellement de ceci. Ça me donne ceci. Voilà. 3 barres. Comment ça se fait? Eh bien, ces 3 barres, ce sont mes spans. Les voilà. Span 1, span 2, span 3. Donc, display bloc, ça permet de les afficher en bloc. Sinon, ils n'apparaissent pas, puisqu'ils n'ont aucun contenu, il n'y a rien d'écrit dedans, donc aucune largeur, aucune hauteur. Même si on met une largeur de 33 pixels et une hauteur de 4 pixels, ça ne marche pas parce que ce sont des éléments inline. Si je dis display inline, ce qui est leur état naturel, voilà, ils n'apparaissent pas. Les spans sont inline, ils n'ont pas de largeur, pas de hauteur, même si vous mettez ça. Pour qu'ils aient une largeur et une hauteur, vous devez les afficher sous forme de bloc. Voilà pourquoi il y a display block. Changer l'état d'un élément inline. Alors vous avez aussi la possibilité de mettre inline block. À ce moment-là, ils viennent se mettre l'un à côté de l'autre, ils ne vont pas à la ligne. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que chaque barre soit l'un en dessous de l'autre. Donc, on ne fera pas inline block, mais bloc. Donc, soit bloc pour avoir la possibilité de mettre une largeur et une hauteur, soit inline block pour avoir cette même possibilité. Ça dépend si vous voulez avoir les choses l'un à la suite de l'autre ou bien avoir les éléments l'un en dessous de l'autre. Donc, largeur, hauteur, vous mettez un petit peu ça à votre goût évidemment. Hein. Vous pouvez faire quelque chose de plus large, des petites barres de 50 pixels par exemple, un peu moins de 25 pixels, qu'importe. 33 pixels, ça semble pas mal. Même chose l'épaisseur, la hauteur, donc du coup, vous pouvez jouer sur du 1 pixel, truc très fin, de
5, un peu plus gras, plus gros, qu'importe. Margin bottom, si je ne mets pas cette mention-là, les éléments sont collés l'un à l'autre. Il faut les aérer, les espacer avec une marge vers le bas de 5 pixels. Ou on aurait pu mettre une marge vers le haut, qu'importe, c'est vraiment pour aérer chacune de ces barres. Ensuite, on a une position relative. Je l'enlève, c'est pour ça, c'est pour Z-index qu'on met position relative. Je reviens dessus. Background color. Si je ne mets pas de couleur, évidemment, on ne voit rien. Donc, après avoir mis une épaisseur, une hauteur, je la remplis avec une couleur. On pourrait s'amuser à mettre une autre couleur. Voilà, vous voyez un petit peu l'effet. Background ou background color, pour être plus précis. Border radius, voilà, avoir quelque chose de moins carré. Arrondir, je vais peut-être agrandir pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, on arrondit simplement ces spans, ces barres-là. Voilà. Donc rien que vous n'auriez pas pu faire vous-même ici, à part la nuance de ce display qui est quand même obligatoire pour avoir une largeur et une hauteur. Maintenant, pourquoi position relative Z-index 1 ? Parce qu'il va y avoir plusieurs couches. Si on voit le résultat final, on a cet espace gris qui vient se mettre en dessous de nos 3 barres. Okay, donc il faut positionner ces barres sur la couche en Z, c'est-à-dire la couche au-dessus de cette partie en gris ici. Voilà, ou blanche, si vous voyez plutôt blanc. Donc, je mettrai plus logiquement ceci là, comme ça vous comprenez que ça va ensemble. Le reste, ce n'est que, ça c'est rendre joli, enfin rendre visible surtout ceci. Je vais de nouveau passer avec une couleur plus lisible, je vais parler de silver par exemple. Voilà. Et je vérifie que tout est bon. OK. Alors, étape suivante. Vous avez vu que j'ai supprimé cette histoire de transform origine, transition, je reviens dessus plus tard. Maintenant, même chose, je passe cette histoire de transform origine, c'est lié à tout ceci. Je vais m'occuper, pourquoi pas, de mon, je passe de mon menu. Voilà. Le menu. J'enlève les transformations animations. Et je mets uniquement ce qui a trait au menu. Et on va analyser ça ensemble. Voilà. Le but, c'était simplement, donc j'inspecte ici le menu. Voilà, UL ID menu. Le but est de le rendre visible en mettant cet arrière-plan gris. Ouais. Et on lui donne une dimension aussi, parce que sinon il est trop petit, il a la largeur de son contenu. Donc je l'agrandis un petit peu au niveau de la largeur. Et pour ça, j'ai aussi besoin de le positionner de façon absolue pour le coller à 0, 0. On le coller au bord ici. Le positionnement, cette fois-ci, n'est pas fait avec top et left, mais avec margin. Donc si j'enlève margin, vous avez vu que le menu vient après les spans. Donc c'est normal qu'il soit juste en dessous, naturellement. Mais le margin ici va faire remonter tout ça un peu plus haut. Donc ça c'est la position top, moins 100. Vous voyez que si je mets moins 10, on remonte. Moins 20, on remonte, moins 30, on remonte, et jusqu'à moins 100 pour remonter vraiment plus haut. Gauche, droite, non pardon, gauche en bas, et à gauche, pardon, en haut, à droite, en bas, et à gauche. Donc à gauche, on a aussi diminué. Voilà. Donc ici, je suis avec ce petit espace-là, en faisant moins 5 pixels, c'était même déjà suffisant pour le décaler un peu par là. On a moins 50 pour revenir coller ça ici. On a un padding. Si je ne le mets pas, les choses sont trop collées
Et donc je vais faire ce padding pour aérer. Voilà. Et list style type, alors je vais peut-être vous enlever ça et enlever la couleur, on va voir un petit peu. Donc ici, on a des puces, là on enlève les puces. C'est aussi simple que ça. Donc un UL dont on enlève none les puces. On aurait pu mettre square et d'autres mentions encore. Hein. Voilà, toutes ces mentions-là. Mais on les enlève tout simplement, donc valeur none. Donc, voilà pourquoi on a ceci. Je vais donc mettre un arrière-plan. Peut-être que je vais garder cette valeur-là. Hein, elle est légèrement plus nuancée que ce gris que j'ai mis. Comme ça, on voit quand même la différence. Ou bien plus intéressant, effectivement, je vais mettre du noir. Oui, oui, ça doit être en noir. Permettez-moi de revenir ici et de mettre black. Voilà. Donc, les spans, ça nous donne quoi? Voilà, ça c'est mieux. Hein. Et mes spans, eux aussi, peuvent être en noir. Du coup, je vais aller ici, je mets black. Non, pourquoi? Non, je vais garder quand même le texte en blanc. Et voilà. Comme ça, on peut voir quand même ce texte dans le menu. Étape suivante. Les LI. Je vous rappelle que dans le UL, j'ai des LI, chaque élément de mon menu. Je vais simplement les agrandir. Voilà. Font size, l'agrandir. Et vous changez le padding pour qu'il soit un peu plus espacé. Aussi bête que ça. Au bas, gauche-droite. Alors là, il y a mis 22 pixels. Ce n'est pas une bonne idée de mettre en pixels la taille des caractères. Donc à la place, je vais mettre plutôt 2 EM. 2 fois la taille normale. C'est peut-être un peu trop grand. Donc partons sur du 1.5. Voilà, 50%. 20, ouais. Voilà. 25% plus grand. Ça, c'est bien. Utilisez des mentions relatives, EM, et pas des pixels pour la taille des polices. Étape suivante. Ben voilà, c'est à peu près tout. Moi, je pense qu'on a fait vraiment, on a fait tout ce qui était présentation en fait. Voilà, je vous montre. C'est simplement un point de vue présentation. Le menu doit se présenter comme ça. Je peux désactiver voilà, le gris pour qu'on voie mieux. Et les 3 barres doivent se présenter comme ça. OK. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait ces transformations? Alors je reviens sur les éléments que j'ai passés. Hein. Ça j'ai mis, voilà, les liens. Alors l'input, hop. Alors, je vais d'abord commencer par vous montrer de quoi il s'agit. L'input, il est là au-dessus des spans. Qu'est-ce que je fais en faisant ça? Je vais d'abord tout désactiver, vous allez voir, et je vais ajouter une propriété border. Je ne sais pas si on la verra. Border,
2px solid red. Je vais enlever l'arrière-plan ici parce qu'il nous cache notre checkbox, et donc c'est celui-là. Voilà. Donc effectivement, on ne voit pas du tout border, background, color peut-être. Non, c'est pas le cas des checkbox. Donc je vais me débarrasser de ça. Ok. Bon, je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Display block. Donc ça transforme le checkbox en élément de bloc. Retour à la ligne. Du coup, l'élément peut avoir une largeur et une hauteur. Voilà comment on transforme cette case à cocher en une très grosse case à cocher. Position absolue, z-index 2. Il passe devant mes spans. Il est au-dessus des spans. Vous voyez? Donc mes spans, je les ai mis en position z-index 1 et la case à cocher, je l'en mets en position z-index 2, comme ça elle est au-dessus des spans. Si je n'ai pas position absolue, ça ne marche pas. Z-index fonctionne toujours avec position, que je sois en absolute ou en relative. Voilà, mais en relative, l'élément n'est pas déplacé, il reste à sa position naturelle. Donc il ne vient pas se mettre par-dessus mes spans. Donc là, je préfère le mettre en position absolute. Comme ça, il est décroché et mes spans viennent se glisser en dessous. C'est littéralement les spans qui remontent. Ensuite, je vais un petit peu décaler. Top -7 pour remonter mon input. Et left -5, je le déplace par là. Alors, c'est peut-être pas parfait. Je vais augmenter ici. Left -7. Voilà, là c'est mieux. Il vient vraiment masquer mes trois barres. Ensuite, je change l'aspect du curseur, le pointeur de la souris. Je le transforme en pointeur. Et donc, du coup, ça fait une main. Vous voyez la main de la souris qui apparaît. J'ai d'autres possibilités hein, à la place de pointeur. Je peux mettre par exemple cross R. Voilà, ça donne une croix. Voilà. C'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est un pointeur. Comme ça, on a l'impression qu'on peut cliquer sur l'élément. L'opacité est mise à 0 et c'est comme ça que la checkbox disparaît. Et on voit les trois barres, mais en réalité, il y a une checkbox sur laquelle on vient cliquer sans s'en rendre compte. Donc, opacité 1, la checkbox est visible, on coche, on décoche. Opacité 0, la checkbox est invisible, mais on coche quand même, on décoche quand même. À chaque fois qu'on clique ici, on ne clique pas sur les barres, on clique en réalité sur cette checkbox. Voilà comment l'astuce d'utiliser cette case à cocher est faite. On la déplace au-dessus des trois barres et de cette façon, quand on clique sur les trois barres, en réalité, on clique sur cette case à cocher. Alors, étape suivante. Pardon, je vais juste corriger ici, -7, c'est peut-être un peu plus sympa. 0, ici c'est pour cacher, le placer au-dessus des trois barres. Qu'est-ce que c'est que Touch Callout? Ça, c'est simplement pour les smartphones, empêcher qu'une infobulle apparaisse lorsqu'on on maintient le bouton enfoncé, la touch sur un élément. Je dirais ici, ce n'est pas essentiel, donc je l'enlève. Comme ça, on reste concentré sur ce qui nous importe. Alors, les transformations. Transform origine et les transformations ici. Donc ça, c'est sur les spans du menu toggle. Et je remonte. Les spans du menu toggle. J'ajoute donc maintenant les transformations. Alors l'origine des transformations à 4 pixels horizontalement, 0 pixels verticalement. Et puis les transitions de type transformation et de type background. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours rien. D'accord? Ensuite,
voilà ici, je transforme mes spans. Et je vais vous expliquer pas à pas ce que c'est. Alors le sélecteur, tous les spans qui viennent juste après un input qui est dans l'état checked, un champ qui est coché dans l'élément d'ID menu toggle. Tous les spans sont rendus visibles opacité 1 et sont transformés avec une rotation de 45 degrés et un déplacement de 2 pixels vers la gauche, 2 pixels vers le haut et 1 pixel vers la gauche, et prennent une couleur d'arrière-plan différente. Voyons voir. Lorsque je coche, rappelez-vous, ici nous avons notre fameuse case à cocher qui est invisible. Je vous la remontre, opacité 1. Voilà, quand je coche, mes spans opèrent une transformation. Je n'ai pas envie de voir cette case à cocher, donc je le mets en opacité 0. Mais rappelez-vous qu'elle est bien là, et quand je clique là, donc son état est à checked. Et donc le sélecteur input checked est validé, tous les spans, immédiatement après, un input checked. Opère une rotation de 45 degrés et un petit déplacement. Ce petit déplacement, c'est juste pour corriger la position de ces barres. Et change de couleur aussi, couleur d'arrière-plan. Hein, couleur qui est égale à celle du menu. Sauf que ça ne fait pas vraiment la même chose qu'on avait ici. Rappelez-vous, là on a une croix. Voilà. Alors que ici, on a 3 barres toujours parallèles. L'astuce est de faire disparaître celle du milieu et de faire se croiser celle du dessus et celle du dessous. Donc, je sélectionne celle du milieu. Le span qui est le 3e en partant du dernier enfant. 3e en partant du dernier. Bon, notre 1, 2, 3. C'est tout. Hein. Dans ce div, le dernier enfant, c'est ce UL, l'avant-dernier et l'antépénultième. 1, 2, 3. Le 3e en partant de la fin. Que ce soit un span ou pas, hein, il compte quand même ce UL, il compte celui-là, il compte les éléments. Et mon sélecteur, en fait, quand je dis, voilà, quelque chose qui est le 3e dernier enfant en partant de la fin, si c'est un span qui suit un input coché, alors je le rends invisible, opacité 0. Je fais une rotation de 0 degré, donc je le remets à l'horizontale et je le redimensionne. Ça nous donne. J'actualise. Et voilà, il a disparu. Vous voyez qu'il n'opère pas de rotation, donc du coup, quand il disparaît, il reste horizontal. Les deux autres, eux, vont faire une rotation de 45 degrés. On s'est débarrassé de celui du milieu, maintenant il faut faire se croiser le premier et le 3e span. C'est cette partie-là. Donc, le 2e en partant de la fin, c'est-à-dire le dernier span. 1, 2. C'est donc bien celui-là le 2e dernier. Le 2e dernier. Premier dernier, 2e dernier. c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, mais c'est comme ça. Hein. Le sélecteur n/child, quel que soit l'élément, ce n'est pas forcément un span. Mais si c'est un span qui est le 2e dernier, alors tu fais une rotation de moins 45 degrés cette fois-ci. Pas 45, mais moins 45. Et un petit déplacement pour rectifier aussi. Ça nous donne. Et voilà le croisement. 45 degrés, moins 45 degrés. Vous voyez, c'est sympa. Et on a déjà presque réussi, presque fini.
C'est tout. Maintenant, il faut juste rectifier un petit peu pour que ça croise de façon très très jolie, mais c'est même pas important ça. C'est des petits détails. Alors, l'origine de la transformation, c'est dans le menu. Non, c'est peut-être pas celui-là, pardon. Je remonte. C'est ici, hein, l'origine de la transformation. Au niveau général, donc sur tous les spans, j'ajoute une origine spécifique et des éléments de transformation. Ah, ça j'avais déjà fait, pardon. Donc j'avais déjà mis l'origine spécifique à tous les spans et la transformation qu'on a vue avec le changement de transformation de background et d'opacité. Donc 3 effets d'animation. Par contre, je dois, pour le first child, le premier span, mettre une origine à 0%. Vous allez voir la différence. Pour l'instant, on croise comme ceci, hein, pas tout à fait correct. J'actualise. Et là, bon, la différence est subtile, mais le premier span est déjà mieux placé. Plaçons maintenant l'autre span. Voilà. Donc, c'est bien le dernier span, celui-là. Et voilà. Là, ça croise parfaitement. Simplement une question de déplacer l'origine horizontalement, verticalement, pour que ça croise mieux. Vous allez chipoter, vous pouvez mettre des mentions en pixels, des mentions en pourcentage, qu'importe, c'est pour bien placer les éléments. Ok, mais c'est bien beau tout ça, ça s'anime, mais mon menu est toujours visible, j'aimerais bien qu'il disparaisse et qu'il apparaisse quand je clique. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La dernière mention. Hop. Et je l'explique. Tous les UL. Ici, il n'y en a qu'un. Juste après, un input qui est coché. Suppression des transformations. Transform none. Aucune transformation. Rappelons-nous qu'au départ, on avait déjà mis sur ce UL, comment s'appelle-t-il ce UL? Il est là, ID menu. Donc, sur menu, on avait mis ce genre de choses. Ok. J'actualise. Et on avait oublié quelque chose. On avait oublié de mettre la transformation. Bah oui. Je mets la transformation qui est ici. Menu. Et les éléments de transformation. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je déplace l'origine de la transformation. Quelle transformation? Je fais un déplacement. Translate, c'est pour me déplacer à moins 100%. Donc je vais glisser, me rendre invisible. Et un effet de transition pour l'animation. Transforme, l'animation des transformations, en telle durée, donc en 0,5 secondes, il va faire ce déplacement avec une courbe de Bézier pour la fluidité. Voilà, le menu est masqué. Quand je clique, il apparaît. Ok, vous n'avez peut-être pas bien compris ce qui s'est passé. Je vais simplement enlever ceci. Voilà. Là, il ne se passe absolument rien. Ok. Avec ça, le UL n'a aucune transformation et maintenant ça fonctionne.
allez me dire, c'est bizarre, en ajoutant que le UL n'a aucune transformation, maintenant ça se transforme, ça apparaît. Eh bien, vous devez bien comprendre que les animations, c'est deux états. Un état de départ et un état d'arrivée. L'état de départ, disons ici, c'est aucune transformation. L'état d'arrivée, c'est celui-là, une transformation qui est un déplacement de moins 100%. Maintenant qu'il y a deux états, la transition va pouvoir déterminer en combien de temps elle va se faire. Mettons que je mets cette transition, je la supprime. Voilà. Vous comprenez bien toutes les nuances. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est instantané. Il n'y a pas d'animation, mais on a bien deux états. Un état où le menu est positionné caché à moins 100%, donc invisible, il est là-bas à gauche, et un état où il est positionné normalement, naturellement, là où il doit apparaître. En ajoutant une animation, transition, sur toutes les transformations, on règle que ça va se faire en, disons, 2 secondes, avec quelque chose qui est linéaire, et au bout de 1 seconde, à ce moment-là, clic, j'attends 1 seconde, et ça s'affiche de façon linéaire. Clic, après 1 seconde, ça disparaît de façon linéaire. Voilà, vous avez vu maintenant comment ce menu a été réalisé. Je vais remettre quelque chose d'un peu plus sexy que quelque chose de linéaire après 1 seconde, et un peu plus rapide aussi. Voilà, comme ça, notre menu apparaît assez rapidement. J'espère que vous avez compris deux choses. La propriété position avec absolute et relative. Et grâce à cette propriété, on va pouvoir spécifier top, left, width, right, bottom, positionner l'élément quelque part. Également, les propriétés d'animation, et on a vu plusieurs exemples. On a vu pour la couleur, une couleur de départ, une couleur d'arrivée, et l'animation, ce sera la propriété de transition. On dit ce qu'on surveille comme propriété, et on passe d'un état à l'autre avec une certaine durée, une certaine fluidité, et après un certain délai. Mais pour qu'il y ait vraiment animation, il faut qu'il y ait changement d'état, et les changements d'état, c'est le sélecteur état de départ et état d'arrivée, survol, ou bien checked. Dans le cas du menu, le changement d'état, donc je reviens ici au niveau du menu, le sélecteur c'est le menu en général, et l'autre sélecteur c'est aussi le UL, le menu en général. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement d'état? Eh bien c'est simplement transform. Transform qui permet donc de définir des transformations. Je vous montre toutes les transformations possibles ici dans W3 Schools. Voilà. On peut transformer en 2D, en 3D. Voilà, on a par exemple des rotations, des déplacements, translate, des rotations, des agrandissements en X, en Y et dans les deux cas, et on peut tordre horizontalement et verticalement, et on peut même faire des transformations 3D avec une matrice. Petit exemple ici avec les rotations. Vous voyez que ce div est tourné tout simplement. Déplacement. Voilà, on peut augmenter le déplacement. Donc vous voyez qu'en termes de positionnement, il y a des positionnements, position top left pour placer un élément, et les transformations permettent également de positionner d'une façon plutôt utile à l'animation. Le but d'utiliser transform plutôt que left et top ici, c'est pour pouvoir animer cette transformation avec la propriété transition. Voilà, je terminerai par vous dire que toujours dans W3 Schools, vous allez pouvoir trouver plein d'exemples. N'hésitez pas à les tester pour comprendre comment opèrent ces transformations et ces animations. Ici, un exemple de largeur de départ, largeur de fin.
animation de ce changement d'état. Lorsqu'on donne le focus à ce champ texte, il va changer d'état. Voyons voir. Donc, clic, je donne le focus, il s'agrandit. Et hop, je clique ailleurs, il redevient petit. La pseudo-classe focus, quand on entre dans un champ texte. Voilà. Enfin, ce dont je n'ai pas parlé, c'est les media queries. Comment faire en sorte que votre menu soit d'abord horizontal, puis tout d'un coup il passe à un état vertical. Je pense que c'est le cas ici dans W3 Schools. On a tout d'un coup le menu burger qui est là, mais quand on est en horizontal, eh bien, tout le menu est visible horizontalement. Ça, c'est l'objet du devoir. Essayer de faire un menu horizontal et qui, lorsqu'en fait l'écran est trop petit, devient le fameux menu burger qu'on a créé et qui, en cliquant dessus, apparaît, disparaît. Bon devoir et à la semaine prochaine.